Bonjour à toutes et à tous. Cap aujourd'hui sur le plus grand parc national du Maroc et plus globalement sur un site unique au monde, celui de Khnifis où se trouve ce parc national. Alors il faut savoir que cette région réunit faune et flore de la mer, du désert et de la lagune, ce qui fait justement d'elle un site unique. Une croisée des chemins entre biodiversité, trésors archéologiques et ruines historiques. Tout cela reste peu connu du public. Du coup, un amoureux de cette région a décidé tout simplement de lui consacrer un ouvrage, une invitation à sa découverte certes, mais aussi et surtout un appel à sa préservation. Karim Ngaye, bonjour et bienvenue. Bonjour. On va tout d'abord parler de l'intitulé de votre ouvrage qui est assez volumineux, que j'ai à côté de moi ici. Khnifis de Terfaya, la légende du petit scarabée. Alors tout d'abord, parlez-nous de ce nom qui est Khnifis, qui veut dire scarabée. Détrompez-moi si je me trompe. Écoutez, quand on est dans la mer, qu'on est marin, on cartographie son espace en fonction des bouts de terre qu'on rencontre, les îles, les archipels, etc. Quand on est dans le désert, l'immensité, elle est terrestre. Le repère, à l'inverse, c'est l'eau. Et donc, les nomades, ils se repèrent surtout en fonction du littoral d'un côté, mais surtout les puits qui sont très importants pour les étapes de transhumance. Et il y a une série de puits qui étaient connus depuis les temps immémoriaux par les nomades dans la lagune de Naïla, je dis bien Naïla et pas Khnifis, on reviendra dessus, qui étaient connus pour recueillir des petits coléoptères, des petits scarabées, dès qu'on ouvrait le puits, parce que le puits, en fait, ça s'ensable, on le creuse, et ça crée une humidité qui attire les petits scarabées, et donc on les appelait les puits de Khnifis. Par extension, de ces puits, on est passé à la Sepra, à côté, qu'on appelait Khnifis, on appelait la lagune Khnifis, et toute une région Khnifis qui reste à définir. Qui vous est compté, et c'est justement le titre du premier chapitre, donc Khnifis, vous étiez compté 15 chapitres en tout. On va peut-être s'arrêter par chapitre, par thématique. Il y a tout d'abord ces thématiques que vous venez de citer, il y a la thématique géologique, en tout cas, on sent vraiment que c'est multidimensionnel et que tous les aspects finalement de cette région nous sont comptés finalement par vous et par toutes les photos qui ont été prises pour illustrer tout ce que vous comptez, tout ce que vous racontez là-dessus. Peut-être si on commençait avec celui de l'empreinte du petit scarabée que vous venez d'expliquer, les toponymes. Alors les toponymes, c'est justement pour essayer de délimiter la région de Khnifis. J'essayais de réfléchir sur les noms que les gens de la région lui donnent. Les gens de la région, c'est les nomades, et les nomades, bon, ils définissent leur terre pastorale avec différents noms. Alors, il y a par exemple le Mjatiyat, qui est la zone pastorale de la tribu des Mjat, l'Arigat, qui est du Reg, la zone de Khawinam, qui est la vallée des autruches, etc. Chaque fois, les noms ne sont pas gratuits. Ça chaque fois une explication, et souvent, c'est des explications qui peuvent être des explications du passé. Quand on parle de la vallée des autruches, les autruches, ça n'existe plus depuis les années 50, par exemple. Alors, on parle d'un désert, un désert peuplé de souvenirs et aussi d'histoire. Et il y a cette Santa Cruz de la Mar de Pequeña, donc qui représente une bâtisse qui a été construite, c'est l'une des plus grosses bâtisses qui a été plutôt construite par les Portugais, c'est cela? Non. Par les Espagnols. Justement, c'est pas les Portugais, c'est les Espagnols, et c'est très important la différence. La bâtisse n'est pas grosse. Aujourd'hui, c'est un carré de 8 mètres de côté qui est enfoui dans le sable, mais l'importance que ça a, c'est que c'est la première fortification coloniale qui a été bâtie sur la côte atlantique du Maroc. Ceuta a été bâti 70 ans plus tôt, ou 60 ans plus tôt. 60 ans plus tôt, vers 1430, si je me rappelle bien. Santa Cruz de la Mar Pequeña, la première édification, c'était 1476. C'était une époque où les Canaries étaient en voie de colonisation, parce qu'il faut bien dire un terme comme ça s'appelle. Et à l'époque, des seigneurs de guerre venus d'Espagne faisaient des razzias sur les Canaries, tout comme sur la côte marocaine.
en venant avec leur caravelle, le type de bateau que Christophe Colomb a utilisé 20 ans plus tard pour découvrir les Amériques. Et ils ont fait les razzias pendant un certain moment jusqu'au jour où ils se sont rendus compte qu'en fait, c'était pas ça le meilleur calcul. Le meilleur calcul, c'était de capter les flux caravaniers. Parce que les caravanes passaient non loin de là. Et c'était bien pour eux, c'était mieux pour eux de capter les richesses caravanières à la source plutôt que passer par le royaume de Fès ou Marrakech, suivant les différentes époques marocaines. Et donc, ils ont fait construire une tour factory. Tour factory, ça veut dire comptoir, quoi, pour pouvoir échanger avec les caravanes de passage. Une première tour qui a été détruite, une deuxième tour qui a été construite sous l'ordre des rois catholiques. Donc 20 ans plus tard, entre-temps, les Canaries étaient passés sous le joug espagnol, il n'y avait plus de seigneur de guerre, donc c'est vraiment une tour royale. Et cette tour royale, elle a vécu pendant une trentaine d'années, jusqu'à disparaître quand les Saadiens ont reconquis le littoral du royaume à l'époque. Ce qui est intéressant, c'est que cette histoire médiévale a eu des répercussions 4 siècles plus tard. Parce que lors de la prise de Tétouan en 1860, les Espagnols ont exigé de Moulay Hassan Ier qu'il leur donne droit de jouissance sur les eaux de Santa Cruz de la Mar Pequeña. Et il y a eu une trentaine d'années de tractation pour qu'on définisse où ça se trouvait. Et par erreur peut-être calculée, on a délimité que Santa Cruz de la Mar Pequeña était à Sidi Fini, et c'est comme ça que Sidi Fini est devenu espagnol. Waouh, on en fait des découvertes, en tout cas avec vous. Alors, ce qui pousse peut-être à la réflexion, c'est que vous êtes à la base zoologiste et que là, vous venez de nous faire littéralement un cours d'histoire, l'histoire de notre royaume que beaucoup ne connaissent malheureusement pas. Qu'est-ce qui a fait est-ce que c'est vraiment que l'amour pour cette région qui a fait que vous vous intéressiez à tout de cette région et notamment à y consacrer carrément un ouvrage entier? Là, peut-être que je devrais rendre hommage à 2 grands hommes d'État de ce pays, parce que ce livre, à l'origine, a été une initiative de Si Ahmed Haji, qui était le directeur de l'Agence du Sud, qui avait vraiment compris ce qu'était le marketing territorial. Expliquer les provinces du Sud du Royaume, c'était expliquer la richesse de l'identité nationale, notre identité qui est plurielle. Et comme j'ai très bien appris avec lui, ce n'est pas le Sahara qui est marocain, c'est le Maroc qui est saharien. Parce que 4 des 6 dynasties qui ont régi ce pays viennent de régions sahariennes. Et d'un côté, Si Haji, qui a été à l'initiative de ce livre, de l'autre côté, Sidris Liazami, qui a eu le désir de le voir aboutir. Je remercie ces 2 grands personnages, et c'est justement sous leur férule que le livre a été un peu façonné, au-delà de mes capacités de zoologie, justement, qui m'ont permis d'écrire facilement 3 chapitres qui sont dédiés à la faune ornithologique, la faune du désert ou ichthyologique de la région, de réfléchir un petit peu plus au-delà, parce que une région, elle ne se définit pas que par ses ressources naturelles, elle se définit aussi par ses richesses humaines, par son histoire. Et l'histoire, ça peut être depuis les temps géologiques jusqu'à aujourd'hui. Et qui peut compter cette histoire? Est-ce qu'aujourd'hui, cette région-là dispose justement des outils nécessaires pour accueillir les... J'ai vu en faisant des recherches qu'il y avait des treks qui sont organisés par des tours opérateurs français dans cette région. Peu de Marocains connaissent cette région. Et est-ce qu'on est outillé, est-ce que cette région est outillée pour recevoir ces touristes sans pour autant toucher à ce site qui reste unique, notamment en faune et flore? Alors, sur les 15 dernières années, moi je peux vous parler des 15 dernières années, parce que moi j'ai découvert cette région-là il y a 15 ans, quand j'y suis allé en tant qu'assistant technique pour la création du parc national. À l'époque, il n'y avait ni eau ni électricité, et c'était protégé par défaut. Protégé par défaut parce que très peu de monde y arrivait,
personne n'y arrivait, c'est faux. Il y a beaucoup de pêcheurs en particulier qui viennent de tous les coins de France et voire d'Europe taquiner le poisson dans la lagune, dans une lagune qui est encore très riche en poissons. Mais aujourd'hui, l'infrastructure est là. Je veux dire, le Maroc a développé les provinces sahariennes d'une façon incroyable, fulgurante. Il faut se dire que la route est arrivée en 1977. Le village d'Arfenir, qui est à l'entrée du parc, la première construction en dur, c'était le poste de gendarmerie en 1984, c'est il y a 30 ans. L'électricité est arrivée en 2008, malheureusement 4 ans après que je parte. L'eau, et même là, il y a même une station de dessalement pour le village de 1500 habitants. Il y a aujourd'hui une dizaine d'auberges et de petits hôtels. Il y a 45 restaurants. Bon, c'est un village qui vit de la route, pas du parc. Le village vit de la route, vit des cars qui font Agadir l'Ayoun. On s'arrête à Arfenir pour manger du poisson, parce que le poisson est excellent là-bas. Mais c'est un village qui aurait vocation à être la porte d'entrée du parc national. Pour l'instant, il faut saluer les efforts et la vision des eaux et forêts du Maroc qui ont créé là-bas le plus grand parc national, parce qu'il y avait la place de le faire. Mais qui n'ont pas les moyens aujourd'hui de le gérer véritablement. Je veux dire, si on veut le protéger, il faut vraiment y mettre les moyens. Pour l'instant, il est protégé par défaut parce que personne n'y va. D'accord. Et j'ai peur que mon livre fasse plus de mal que de bien en faisant connaître la région. Parce que ce qu'on voudrait, c'est que les gens y aillent avec empathie et amour et pas dans une logique de prédation. Prédation, qu'elle soit touristique ou autre. Merci beaucoup, en tout cas, Karim Ngaye, d'avoir partagé avec nous cette passion que vous avez pour cette belle région à laquelle vous avez consacré ce beau et volumineux ouvrage, dont je rappelle le titre, Nefis de Tarfaya, la légende du petit scarabée, édité donc aux éditions La Croisée des Chemins. Merci encore une fois. Merci à vous. Merci à tous de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes sur notre antenne.